On va donc passer en visio à la présentation de Monsieur Pham Bonjour. sur la question: quels sont les facteurs de risque des violences sexuelles commises par les mineurs, de leur récidive et des facteurs de résilience? Non, je vois pas. J'ai pas mes lunettes. De désistance. Comment les évaluer? Désistance. Voilà. Si. Bien, est-ce que vous m'entendez? Je pense que Oui. oui. OK, nous allons commencer dans la présentation. Donc, je suis professeur de psychologie légale à l'université de la même université que Audrey Vicente. Donc, évidemment, la question est relativement donc complexe. En première dia, nous avons évidemment un grand défi conceptuel dans ce domaine, le risque, les facteurs protecteurs et puis, entre guillemets, les facteurs donc, de désistance. Il fait pas de doute, en tout cas, que l'évaluation du risque chez les adolescents devrait s'appuyer principalement sur des facteurs de type dynamique, eu égard au fait qu'on a affaire à une population évidemment en mouvement, en changement, surtout biologique, cognitif, affectif, etc. Néanmoins, peut-être une prudence, une mise en garde initiale consisterait quand même à souligner qu'identifier les facteurs dynamiques à l'adolescence ne doit pas se faire de manière indépendante par rapport à d'autres périodes de vie, en l'occurrence à l'enfance et puis à l'âge adulte. Et puis aussi, et c'est quelque chose peut-être qui est moins connu, mais en fait, sur le plan épistémologique, ce qu'on appelle les facteurs dynamiques, en fait, ils sont corrélés à des facteurs dystatiques. Je veux dire par là qu'il est limitatif et qu'il faut peut-être éviter de penser qu'une période de la vie comme l'adolescence ne pourrait se résumer qu'à travers des facteurs uniquement dynamiques, c'est-à-dire qui fluctuent sur le très court terme. La littérature scientifique dans le domaine des facteurs de risque et des facteurs de protection met en évidence des facteurs de risque qui existent depuis plus longtemps. En fait, ils existent depuis longtemps, enfin, ils sont étudiés depuis longtemps et on a quand même un corpus scientifique plus solide sur les facteurs de risque, sur les facteurs protecteurs et sur les facteurs dits de désistance. À l'inverse, on pourrait souligner que les facteurs protecteurs sont prisés cliniquement parce que sur le terrain, bien sûr, ces facteurs-là sont potentiellement plus directement travaillable sur le plan clinique, voire thérapeutique, que directement sur les facteurs de risque. Enfin, j'ajouterais qu'une approche protectionnelle de la jeunesse incite à penser et convoque davantage, en tout cas, les facteurs dits protecteurs par rapport aux facteurs de risque. Nous avons plusieurs défis méthodologiques. Troisième dia dans ce domaine. Il y a évidemment certainement le défi que les adolescents délinquants sexuels, c'est un groupe très hétérogène. Ça, cette hétérogénéité, on sait qu'elle existe chez les adultes, on sait aussi qu'elle existe chez les jeunes. Le deuxième défi, je viens de mentionner, c'est que la définition même des facteurs dits protecteurs, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est quelque chose qui varie. Voilà, vous avez des définitions qui sont assez larges, ce qu'on appelle des facteurs de risque, et puis des définitions qui sont plus restrictives, telles que le fait de considérer qu'un facteur de risque, un facteur protecteur, c'est l'inverse d'un facteur de risque sur le plan de la mesure, sur le plan donc de la corrélation. Je suis plutôt partisan, pour ma part, d'une définition plus restrictive, parce que le fait d'engager des définitions très larges convoque en tout cas beaucoup plus de concepts et probablement brouille les mesures. On en parlera tout à l'heure. Nous avons un autre défi qui est le fait d'évaluer les facteurs de risque et les facteurs statiques, les facteurs dynamiques et les facteurs protecteurs chez les adolescents pour lesquels il y a une période de vie qui est très courte. Finalement, 5 ans, 12, 17 ans, ça fait 6% de l'espérance de l'ensemble de la vie si on considère que l'espérance de vie moyenne est de 80-80 ans. Enfin, dernière difficulté, c'est les faibles taux de récidive. Ça, c'est plutôt heureux. Euh, les adolescents agresseurs sexuels commettent finalement peu de récidives sexuelles, en tout cas sur des périodes de suivi, en tout cas de environ de 5 ans. Mais néanmoins, ces faibles taux de récidive complexifient en tout cas le fait de développer des études sur des vastes corps. Quatrième dia, les méta-analyses que nous disposons à ce jour sur l'identification des facteurs de risque chez les adolescents agresseurs sexuels dégagent deux dimensions principales. La première consiste à identifier la déviance sexuelle, c'est-à-dire les caractéristiques délictueuses, les caractéristiques de préférence sexuelle. Et puis l'autre dimension principale
c'est la dimension de l'antisocialité, la tendance délictueuse, la tendance criminelle et la tendance potentiellement impulsive. Nous savons de fait depuis longtemps que les auteurs agresseurs sexuels présentent moins de facteurs de risque que les agresseurs non sexuels. Et ça vaut aussi pour cette population jeune. Nous savons aussi que les agresseurs sexuels sur enfants, par rapport aux agresseurs sexuels sur adultes, présentent davantage de difficultés relationnelles et de difficultés relatives à la première composante, c'est-à-dire aux facteurs dits de déviance sexuelle, alors que les agresseurs sexuels sur adultes présentent davantage, en tout cas, de tendances relatives au profil antisocial, c'est-à-dire des facteurs de risque relatifs à l'antisocialité, incluant notamment l'impulsivité. Il est possible qu'il y ait une troisième dimension qui n'émerge pas encore, en tout cas dans la littérature scientifique actuelle, qui serait, je crois, la dimension qui mesure, en tout cas, le lien social, les relations sociales entre le jeune et l'environnement. Enfin, d'autres collègues qui ont fait des revues de littérature avant moi ont souligné qu'il y a d'autres critères de nature notamment victimologique qui sont associés avec la récidive sexuelle, tels que par exemple le fait d'avoir agressé sexuellement une victime de sexe masculin ou le fait d'utiliser des armes ou des menaces d'armes lors du délit sexuel. Cinquième dia. Il existe à ce jour trois échelles de risque de récidive sexuelle. Nous sommes dans un domaine qui est, entre guillemets, outillé d'instruments. Alors, on n'a pas beaucoup d'instruments, mais on a plusieurs instruments qui ont été développés et qui sont soutenus, en tout cas, par une littérature scientifique et de recherche conséquente. Trois instruments principaux. Un qui est le premier américain de type statique. Les deux autres sont des instruments dits de jugement structuré, c'est-à-dire qui incluent des critères statiques et des critères dynamiques. J'entends les Razor et la JSWAP. Les méta-analyses qui ont tenté de comparer la validité prédictive de ces outils, c'est-à-dire leur capacité à détecter la récidive sexuelle sur le long terme, en tout cas sur plusieurs années, ne dégagent pas de différence significative entre ces trois instruments. Donc, premier instrument, la J-SORAD, donc c'est une échelle qui comprend 12 items statiques qui débouchent sur un score total. Septième dia, donc c'est une échelle en tout cas qui inclut une douzaine de critères et on y retrouve en tout cas les deux dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la dimension dite de délinquance ou de déviance sexuelle et puis notre dimension relative à l'antisocialité. Et puis on trouve une troisième dimension, potentiellement la troisième, qui inclut en tout cas des critères qui induisent la question du lien social, le support social et la relation avec les pairs. C'est évidemment un critère qui est évidemment assez intéressant et important à ces périodes particulières de la vie. Nous avons donc une autre échelle qui est une échelle qui est un peu plus complexe, qui associe des critères à la fois statiques et des critères dynamiques. Par défaut, les critères statiques sont des critères qui mesurent les antécédents passés et qui fluctuent relativement moins ou peu, tandis que les facteurs dynamiques sont des critères en tout cas plutôt fluctuants et fondamentalement potentiellement réversibles. Alors, c'est une échelle qui est fondée sur 25 items répartis sur 5 dimensions principales: l'attitude, les comportements sexuels, les antécédents d'agression sexuelle, le fonctionnement psychosocial, le fonctionnement familial, l'environnement et les capacités relatives au traitement. Bon, il est à remarquer qu'ici aussi, on trouve les deux dimensions principales qu'on retrouve chez les agresseurs sexuels en termes de facteurs de risque. D'une part, la question de la déviance ou la délinquance sexuelle ou de l'attirance sexuelle déviante, puis l'autre, les dimensions relatives à l'antisocialité, à l'impulsivité. Il faut lui souligner également qu'il y a des critères ici qui touchent à la question, en tout cas, du lien social et des relations sociales avec autrui, avec aussi la présence, en tout cas, de critères, c'est important, des critères qui sont émotionnels, c'est-à-dire qui touchent à la question de l'émotionnalité, de la colère et de la régulation donc émotionnelle. Enfin, un troisième instrument, celui-ci, c'est un instrument que je connais le plus parce que nous l'avons traduit et puis on a mené en tout cas une recherche européenne il y a bien longtemps en utilisant cette échelle développée aux États-Unis, incluant 28 facteurs, pardon, 20, oui, c'est ça, 28 facteurs répartis en deux dimensions. Il y a d'une part ce qu'on appelle les facteurs statiques de l'échelle, c'est-à-dire qui reprennent les deux dimensions mentionnées tout à l'heure, la déviance sexuelle, préoccupation sexuelle d'un côté, l'impulsivité, l'antisocialité de l'autre. Et puis, il y a deux facteurs dynamiques qui mesurent les
réponse à l'intervention thérapeutique et puis la stabilité ou l'adaptation à la communauté. En somme, donc, c'est une échelle complexe qui inclut donc des facteurs statiques d'un côté et puis des facteurs dynamiques de l'autre. Comme les autres dimensions et les autres outils, ce sont des outils qui sont amenés à être réévalués de manière successive dans le temps pour éventuellement remarquer la progressivité de la personne sur le plan de son évolution. Il y a d'autres échelles qui sont plutôt globales et qui tamisent en tout cas la question de la violence générale et pas uniquement de la violence sexuelle chez les adolescents agresseurs sexuels. L'échelle la plus connue, la plus reconnue aussi, et la plus soutenue scientifiquement, c'est un outil qui s'appelle la SAVRI, développé par le collègue Bohrom aux États-Unis, et qui comprend une trentaine d'items et qui inclut des facteurs statiques et puis des facteurs dynamiques. La SAVRI a un large soutien, en tout cas au niveau de la littérature scientifique, avec une bonne validité prédictive. Ce qui est important à souligner, c'est qu'il s'agit de la première échelle de risque chez les jeunes, en termes de comportement violent, qui a intégré des critères dits de protection. Parmi les critères de protection, on trouve un critère qui revient très souvent dans les outils d'évaluation, en ce compris de risque, c'est la question du soutien social, de la relation avec autrui et des attitudes positives potentiellement envers les interventions, c'est-à-dire notamment envers l'engagement potentiellement thérapeutique. Monsieur Pham, il vous reste 2 minutes. Facteurs de protection, nous avons deux clarifications. Les facteurs de protection permettent de prédire le désistement de l'agression sexuelle. Ils permettent pas d'augmenter la validité prédictive des instruments. Alors, il y a des outils qui existent tels qu'une échelle de désistance telle que la DASH. C'est une échelle développée par le collègue Worling, une échelle très, très intéressante. Et alors, il y a une dernière initiative qui est très intéressante, qui est le développement, en tout cas, d'un outil qui tamise 6 domaines et qui recouvre toute une série de besoins criminogènes dynamiques qu'on peut évaluer à travers le temps dans le suivi donc thérapeutique. Je terminerai en disant que il est important de traiter conjointement les risques de violence et les risques de récidive sexuelle en même temps, que la récidive sexuelle, c'est pas uniquement une question de sexualité, de récidive, et que les modèles permettent en tout cas d'intégrer des facteurs de risque et puis des facteurs dits de protection. La JSOAP est une échelle qui peut être utilisée de manière conjointe par rapport à la liste des besoins dynamiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une plus grande diversité des facteurs protecteurs et des facteurs de risque. Je crois que ça, je pense que c'est lié à la question de la définition plus large qu'il existe des facteurs protecteurs actuellement et que dans l'avenir, évidemment, les liens complexes entre les facteurs protecteurs et de risque doivent être suivis et évalués de manière, bien sûr, longitudinale et complexe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Pham, pour cette présentation. Vous travaillez de longue date sur les outils statiques et dynamiques d'évaluation, en particulier dans le champ de la violence au sens large du terme et de la violence sexuelle. Aujourd'hui, en France, et selon les âges, y a-t-il des outils validés? J'observe que vous avez mis sur les diapositives de présentation que la validité était variable en fonction des études. Donc, finalement, dans votre rapport, vous soulignez que souvent, il s'agit de validité de faible à modérée. Voilà. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils en France validés et est-ce que leur niveau de fiabilité est suffisant pour s'en servir, par exemple, dans le domaine médico-légal, ou bien est-ce qu'il s'agit seulement d'outils qui aident finalement à définir une prise en charge, une orientation, soit médicale, psychosociale, éducative? Donc, je pense que, bon, en ce qui a trait au contexte français, il y a peu d'outils d'évaluation qui sont validés, de manière générale. En tout cas, sur le plan du risque, il y a peu d'outils qui ont été validés, voire quasi pas d'outils qui ont été validés, en tout cas sur une population franco-française. Je pense que c'est pas une question d'impossibilité, je crois que c'est une question où les choses ne se sont pas faites ou peu faites.
En tout cas, en ce qui nous concerne, en tout cas, un instrument tel que la JSOAP a fait l'objet de traduction et d'application, en tout cas sur des données belges, sur des données francophones, mais pas en connaissance sur des données françaises. Sur le plan de la validité de ces instruments et sur le plan de leur utilisation, je pense qu'il est vrai que, en tout cas, les outils que je vous ai présentés ont été sélectionnés sur la base du fait qu'ils présentent une validité correcte, c'est-à-dire une validité modérée, c'est-à-dire qu'il fait quand même significativement mieux que le hasard. Et que je pense qu'il faut avoir en tête une chose suivante, c'est que, quoi qu'il en soit, une approche structurée fondée sur des évaluations validées va améliorer une prédictivité de toute façon, améliorer par rapport au jugement clinique habituel et certainement au jugement clinique du type informé. Voilà. Donc, maintenant, je pense aussi que l'initiative et les initiatives qui ont été menées sur, entre guillemets, l'identification des facteurs de protection, c'est un plus supplémentaire parce que ce sont en tout cas des critères qui aident en tout cas au travail thérapeutique et qui ciblent davantage et opérationnalisent potentiellement mieux les interventions. Merci. Et si vous deviez faire une recommandation en matière de recherche à envisager, quelle serait-elle? Moi, je pense que l'utilisation ou l'application d'une échelle de risque pour les mineurs telle que la JSOAP, qui inclut des facteurs statiques et qui inclut des facteurs dynamiques, est certainement quelque chose que je n'encouragerais pas de faire. Parce que la littérature scientifique qui a derrière l'instrument est solide, elle existe depuis longtemps. Nous l'avons éprouvé, en tout cas sur une population francophone en Belgique. Et puis les auteurs ont souligné l'intérêt et ont développé une échelle de besoins dynamiques qui sont en application par rapport à la prise en charge thérapeutique. Donc j'utiliserai les deux, le modèle JSOAP et l'échelle, en tout cas, des besoins dynamiques de l'équipe de prédiction. Je vous remercie pour votre réponse, mais je voudrais, au risque de vous faire répéter, et peut-être parce que j'ai mal compris, est-ce que vous pourriez nous repréciser la question de la validité des échelles présentées? Vous dites validité modérée, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, supérieure au hasard, néanmoins, enfin significativement supérieure au hasard, néanmoins s'agissant de la supériorité de ces de ces évaluations, éventuelle supériorité vis-à-vis de l'examen clinique rigoureux, on va dire. Est-ce que vous pouvez repréciser cet aspect, s'il vous plaît? Bon, je pense que les revues de la littérature sur la validité prédictive des instruments de risque structurés mettent en évidence qu'en général, les échelles retenues présentent une validité prédictive dite modérée. Alors, il y a des coefficients qui nous permettent de définir ce qu'on appelle les validités prédictives modérées. C'est des coefficients, en tout cas, lorsqu'on utilise des R sur la courbe, qui atteint en tout cas les seuils de 0,70. Le hasard étant à 0,50. Voilà. Maintenant, on considère qu'à partir de 0,70, on fait significativement mieux que le hasard, c'est-à-dire significativement mieux que le pile ou face. D'une part. Maintenant, l'évaluation du jugement clinique non structuré, traditionnellement, les études de comparaison mettent en évidence que l'utilisation d'échelles structurées constitue une plus-value, c'est-à-dire qu'on va améliorer la prédictivité et potentiellement la prise en charge d'un seuil potentiellement de 0,50 vers quelque chose qui va aller vers 0,70. Donc une prédictivité en général améliorée dans la majorité des études où on a fait, entre guillemets, ces comparaisons. Alors, s'il y a encore une rapide petite question. Ça va être très rapide. Vous proposez plusieurs formations sur les échelles de facteurs de risque, de récidive, notamment chez les adultes. Auteurs de violences sexuelles. Est-ce que vous proposez des formations pour ces échelles-là concernant les adolescents? Alors, il y a peu, nous avons moins de formations concernant les ados, pour la simple bonne raison que mes équipes de recherche ont travaillé moins sur une population ado que sur une population adulte. Néanmoins, il est dans mon projet, en tout cas dans l'année prochaine, dans mon programme de formation, de mettre en place en tout cas des échelles d'évaluation, en tout cas pour les adolescents. Il y a certainement la mise en place certainement d'échelles d'évaluation plutôt globales sur l'évaluation du risque de comportement violent chez les adolescents. En tout cas, par exemple, la version adolescent de celle
de psychopathie de R, mais je pense qu'un pas en avant et un premier pas serait certainement de mettre en place une formation sur l'échelle généraliste de risque de violence à vie, sur l'évaluation des comportements violents. Alors, désolé, mais il faut vraiment qu'on arrête les questions sur cette table ronde. Donc, on vous remercie et on va passer...